J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui François Julien. Le jour, il est le doyen de la très réputée École de gestion Telfair de l'Université d'Ottawa. Le soir, il est le directeur artistique des Chansonniers, les Chansonniers d'Ottawa qui ont été fondés en 1974 par son père, Gilles Julien. C'est un très grand plaisir de le recevoir aujourd'hui et de voir comment il réussit à vivre avec ses deux passions. Oui, c'est un très grand plaisir de recevoir François Julien. Puis deux passions aussi accaparantes en termes de temps. Merci François d'être là, prendre Ça le me fait temps de venir plaisir. nous Merci beaucoup rencontrer. de m'accueillir, Jeannette. Puis tu étais venu il y a 2, 3 ans lorsque la troupe a célébré son 40e anniversaire. 40e, oui, exactement. J'étais venu avec toute une délégation. Ouais. On a une plus petite délégation ici qui sont ici Ouais, à ils nous sont dans le écouter, qui sont studio, mais là, en on train est de nous moi et toi encourager. tout seul. Exactement. Oui, on va passer l'heure ensemble. Ça me fait plaisir. On va aussi, donc on va parler de la troupe. On dit la chorale, mais c'est plus une troupe, on verra pourquoi tantôt. On va parler de l'école de gestion Telfair aussi, OK. qui de plus en plus fait parler d'elle, très réputée à travers le Canada, à travers le monde, je dirais. Vous allez chercher des professeurs partout. Avant de même commencer l'entretien, j'aimerais qu'on annonce tout de suite aux gens qu'il y aura un spectacle Oui. des chansonniers le 9 et le 10 juin. Le 10 et le 11. Le 10 et le 10 11 juin. C'est vendredi soir et samedi soir à l'École de la Salle. Alors, écoutez bien, c'est le 10 et le 11 juin à l'auditorium de la Salle. À l'Auditorium de la Salle. On a bien hâte. On a chanté plusieurs occasions, mais ça faisait un bout de temps qu'on avait été à l'Auditorium de la Salle. On est très heureux de revenir. C'est une salle qui nous convient très bien en termes de l'espace qu'on a sur scène pour se déplacer, faire des chorégraphies, puis également avoir une bonne participation du public parce qu'on peut avoir une bonne foule dans cette salle-là. Oui, c'est une très belle salle. C'est une très belle salle. Puis c'est vrai hein, que la scène, elle est grande, elle est large, elle est profonde. Elle est profonde, elle est large, puis elle nous permet justement d'avoir toute une structure de gradins, mais également d'avoir de l'espace devant les gradins pour faire des déplacements, pour faire des chorégraphies, des danses. On fait de l'animation de la foule. Enfin, c'est une salle qui nous convient très bien. Puis la salle contient, je pense, c'est 500. Oh, je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est plus autour de 700 à peu près oui. spectateurs qu'on pourrait accueillir. Bien, on va y être, hein? On va y Ben, être. j'espère. Oui, Vous les allez avoir du 10 et plaisir. 11 juin, le vendredi, parce que oui, on va en parler tantôt des chansonniers. Oui, c'est oui. vraiment spécial ce que vous faites. Oh, C'est on aime tellement ça. beau. C'est pas rien que des chansons, là. C'est pas rien que chanter, c'est danser, c'est des mises en scène, c'est des costumes, c'est tout ça. C'est exact. C'est pas la chorale typique, évidemment. Là. La chorale typique, quand on essaie de vendre des billets, des fois, à des gens, des collègues de travail, des connaissances, ils ont l'image classique d'une chorale sérieuse, habillée en noir avec des cahiers, puis chanter des chants classiques. C'est très beau, mais c'est pas exactement le style qu'on a adopté, nous autres. Nous autres, on a choisi d'aller chercher des chansons plus populaires dans le répertoire des chansonniers francophones, et puis d'exprimer notre créativité à travers des chorégraphies, à travers des mouvements, à travers la couleur de nos costumes, puis à travers la participation de la foule. Donc, c'est un style tout à fait différent. C'est fascinant. Oui. Si on parlait de toi, François, on peut se tutoyer. Hein, Bien François? sûr. On va passer une heure ensemble. Tu as grandi ici, dans la région, mais tu n'es pas né ici, dans la région. Non, moi, je suis né dans la région de Québec, à Sainte-Foy, et puis on a habité là jusqu'en 1971. Après ça, on a déménagé à Ottawa. On était dans la région d'Alta-Vista d'abord. Et on a loué une maison parce que mes parents étaient convaincus qu'ils venaient ici que pour 2 ans. Et puis 2 ans, bien, ça s'est traduit en une quarantaine d'années et plus, là, parce qu'on est là depuis 71. Et donc, à la 2e année, je crois qu'on était à Ottawa, on a déménagé dans la région de Blackburn-Hamlet. Et puis là, on s'est graduellement intégré à la petite communauté. Puis c'est là que tout a parti avec les chansonniers en particulier, grâce à cette communauté-là. La communauté de Blackburn-Hamlet, c'est une communauté où les deux langues cohabitent très bien. Hein? Absolument. Raconte-moi un peu la communauté de ce temps-là. Est-ce que tu habites encore à Blackburn-Hamlet? Non, j'habite plus là. Nous autres, on est déménagé là, je pense, en 72 ou en 73. Moi, j'allais à la petite école Sainte-Marie, qui était l'école primaire de l'époque, qui existe encore, d'ailleurs. C'était presque la campagne. À l'époque, oui, il y avait moins... loin, là. Oui, il y avait moins de développement. Par exemple, quand on allait à l'école Garneau quelques années plus tard, Garneau, c'était à peu près la limite de la civilisation de cette époque-là. En effet. Il n'y avait pas grand-chose à l'est de ça.
Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de développement dans les dernières années. Ça a été une belle période, une belle enfance. Et puis, beaucoup de gens qu'on a connus dans cette époque-là, avec lesquels on est encore en lien d'amitié. Et ça reste encore mon chez-nous, si on veut, là, dans la région d'Ottawa, parce que c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai fait mes premiers amis, puis les premières aventures. C'est là que tu as rencontré ta femme aussi? Bien, elle faisait Vous partie de avez cette grandi, paroisse-là, oui. effectivement. Elle venait, ils ont déménagé 1 an ou 2 avant nous pour se rendre à Blackburn-Hamlet, mais eux autres, ils venaient de Laval, dans la banlieue de Montréal. Et donc, sont arrivés quelques années avant nous à Blackburn-Hamlet, mais la même année que nous, dans la grande région d'Ottawa. Te souviens-tu, je vais parler de francophonie, là, Oui. est-ce qu'il y a un choc de culture ou un choc linguistique quand tu es arrivé ici? Tu savais quel âge à peu près? Moi, je pense que j'avais 8 ans à peu 8 près. ans, oui. Moi, je ne l'ai pas l'as pas senti senti, vraiment, non, non. Ben, on était dans une communauté francophone, principalement, même s'il y avait de l'anglais alentour. Je pense que le fait qu'on était entouré d'anglophones, ça nous a permis d'accélérer notre apprentissage de l'anglais, ce qui était très bien. Mais ça ne nous a pas nui de vivre notre culture francophone, parce qu'on avait quand même une communauté très riche. On avait une paroisse francophone, on avait un système d'éducation francophone, des amis francophones. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas été... on s'est très bien intégré dans la communauté, et puis on a juste appris l'anglais parce qu'il était autour de nous, finalement. Et tes parents ont créé justement les chansonniers pour donner des loisirs en français, permettre aux francophones d'ici d'avoir quelque chose à faire à l'extérieur du travail ou à l'extérieur des regroupements communautaires. Bien, c'est ça, mais mon père, en fait, je pense pas qu'il avait l'intention de créer de chorale quand il est arrivé ici. Il avait créé plusieurs chorales à l'époque dans la région de Québec. Donc, il y avait beaucoup d'expérience. Et puis, je pense qu'à un moment donné, il y avait 3 ou 4 chorales en parallèle à Québec. C'était pas mal impressionnant. Mais quand il est venu à Ottawa, puisque ça devait être quand même temporaire, bien, ça l'intéressait de se joindre à des groupes, mais pas nécessairement d'en prendre la direction. Et puis, il y a eu une opportunité à un moment donné. La chorale de la paroisse Saint-Claude, dans le petit patin de Blackburn-Hamlet, il y avait une chorale d'église et puis on faisait la liturgie. Mes parents se sont intégrés à ça. Moi, j'étais plus jeune, donc je ne faisais pas partie de cette chorale-là à ce moment-là. Et à un moment donné, bon, je pense que le directeur de l'époque a eu des problèmes de santé et ainsi de suite. Puis ils ont dit « Hey, Gilles, tu en as déjà fait de la musique. Pourquoi est-ce que tu n'animerais pas la chorale de la paroisse? » Bien, ça, c'était la chose à faire pour donner l'élan à Gilles de dire « OK, il a assumé son leadership et de toute façon, il l'a toujours fait dans toute sa carrière de musique. » Et puis, tranquillement, la chorale de paroisse a commencé à chanter un répertoire qui était plus diversifié, incluant des chansons plus populaires. Puis là, il y a eu l'occasion unique où le directeur de l'école primaire, M. Maurice, qui était le directeur de l'école Sainte-Marie à l'époque, si je ne m'abuse, quittait l'école. Je pense que c'était pour la retraite, mais je ne suis pas certain. De toute façon, d'un autre, il quittait. Puis comme c'était un personnage important de la communauté, on avait décidé de faire une fête en son honneur. Puis on dit, hey, pourquoi est-ce que la chorale ne chanterait pas quelques chansons? Donc évidemment, c'était pas nécessairement de chanter des chansons de Gloria puis de Notre Père de la liturgie, mais c'était plus d'aller chercher du répertoire un peu plus populaire. Puis là, ça a semé une graine qui a fait en sorte que les gens ont dit, hey, c'est intéressant ce genre de musique-là. C'est fou, hein? Et alors, pendant quelques années, il y a eu cette dualité-là de la chorale qui faisait à la fois l'animation de la liturgie, puis à la fois quelque chose d'un peu plus populaire. Et puis, à un moment donné, les deux se sont séparés, avec certains choristes qui faisaient partie des deux groupes, un groupe qui faisait plus l'animation liturgique, puis l'autre qui était plus Est-ce que ton père a continué à faire l'animation liturgique? Quelques années, mais Oui. pas tellement longtemps. Non. Je pense qu'il l'a fait 4 ou 5 ans, si je Il me ne semble m'abuse. que ça manque dans les églises, ces années, des chorales qui peuvent animer. Ah, je sais Ça, pas. c'était la mode dans les années 70, 80. On en voyait jusque dans le milieu des 80, peut-être. Oui, Mais là, on n'en voit plus, il me semble. Je ne sais pas. Moi, Oui. chez nous, on n'a pas, en tout cas. Oui, c'est ça. Ça dépend des paroisses, Ouais, parce qu'il y a des peut-être, paroisses qui sont peut-être. très, très actives encore, avec Ah oui. des groupes qui sont très solides. Ah oui. Effectivement, oui. Est-ce que c'est présent dans ta vie, la religion, la pratique religieuse? Moins maintenant que ça l'a déjà été. Moi, j'ai un peu suivi les traces de mon père également, parce que après mes études au doctorat que j'ai complété à l'Université de Waterloo, je suis revenu dans la région au début des années 90, à un moment où le directeur musical de la chorale de paroisse, qui a donné naissance aux chansonniers, j'espère que tu me suis Oui, toujours, là. Je te suis. Lui, il avait été directeur musical pendant quelques années, je ne sais pas exactement combien de temps, et puis il était sur le point de laisser la direction.
Là, les gens m'ont vu revenir et ont dit « Hey, François, tu ne prendrais pas la direction de la chorale de Saint-Claude? » Moi, j'étais déjà membre des chansonniers. Je revenais de Waterloo. Je me suis réintégré. T'avais quel âge? Dans les années 90, j'avais à peu près 27-28 ans. Ouais. Et puis, j'ai dit, ça pourrait être un défi intéressant. Donc, à la fois, j'étais membre choriste de la troupe Les Chansonniers, puis les dimanches, les fins de semaine, un dimanche sur deux, on faisait de l'animation liturgique. Donc, j'ai repris un petit peu le flambeau de ce que mon père avait fait dans les années 70 avec la chorale Saint-Claude. Puis, j'ai resté avec la chorale, je suis resté avec eux autres 7 ou 8 ans comme directeur musical, puis en fait, la musique liturgique. Et puis, tu nous parles de la musique, puis on ressent ton amour de la musique chorale. Oui. Ça sort par des pores de la peau. Oui, bien c'est ça. J'ai été élevé dans ce milieu-là, oui. parce que, comme je disais, quand on habitait à Québec, mon père faisait partie, à un moment donné, à 3 ou 4 chorales en parallèle. Il y avait toujours de la musique. À chaque fois qu'on sortait avec les amis, c'était des gens qui faisaient partie d'un mouvement choral. Donc, pendant les fêtes, que ce soit des fêtes de famille, que ce soit des fêtes avec des amis, ça chantait partout. Qu'est-ce qu'il faut aller à la pause? Mais autour, je t'ai demandé, avant de parler de gestion, parce que tu as beaucoup à dire là-dessus aussi, mais qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui fait que c'est si spécial de faire partie d'une chorale? On va à la pause, on vient tout de suite rester avec nous. OK. C'était un extrait de gospel qui paraît sur le CD que les chansonniers ont enregistré lorsque la chorale a célébré son 30e anniversaire. 30e anniversaire, ça C'était rappelle des coups de bons cœur. souvenirs. Oui, C'était des coups de cœur. Gospel, tantôt, pendant la pause, On disait que c'était anglais. je pensais que Moi, je disais que c'était en anglais. c'est effectivement en anglais. Je viens de réécouter la version. C'est parce qu'on a eu une autre chanson qui s'est appelée semblable à Gospel, mais qui avait été composée à l'époque par Jean Lapointe. Je pensais que c'est celle-là qu'on avait enregistrée, mais je pense pas que c'est la même. Ben, peut-être que Mais c'est d'une un façon ou petit d'une mot, autre, c'est un pot pourri Oui. de chansons de style Negro Spiritual Oui. Gospel, ce qui était en fait une des spécialités de mon père. Mon père a toujours adoré faire ça. Quand il était à Québec, justement, il travaillait, il avait fondé une chorale qui s'appelle Les Nomades, et puis une grande partie de leur répertoire était du gospel, ou du Negro Spiritual. Moi, je suis fascinée par toi et ton père. Ton père, non, mais c'est vrai. Écoute, ton père, c'est un scientifique. Oui, oui. C'est pas En pharmacologie. En pharmacologie. Oui, oui, oui. Un scientifique qui a travaillé toute sa vie aux recherches. Puis quand on voit quelqu'un qui travaille comme ça, on le voit avec des petites éprouvettes, on voit un petit peu un scientifique, quelqu'un qui est un petit peu pas là, pris dans ses expériences. Puis là, il nous présente des spectacles absolument incroyables. Puis toi, le jour, tu as un PhD en administration, ou je sais pas, en administration. Oui, oui, en recherche Et opérationnelle. en recherche opérationnelle. Oui, oui. Tu travailles tu es doyen de la faculté de l'école de gestion Telfair, puis le soir, tu nous présentes des spectacles comme ça. Je trouve ça fascinant. Si tu répondais à ma question, qu'est-ce qui fait que c'est si spécial de faire partie d'une chorale par opposition à chanter seul sur scène ou faire partie d'un duo? Oui, je pense que d'abord, quand on fait partie d'une chorale, c'est relativement accessible parce qu'on n'a pas besoin de connaître un instrument de musique. C'est notre voix, puis c'est quelque chose qu'on peut développer puis chanter. Mais ce qui est intéressant par rapport à être soliste ou dans des petits ensembles, c'est que c'est communautaire, ça crée une activité qui nous permet de travailler ensemble puis faire quelque chose qui est plus grand que ce qu'on pourrait faire individuellement. Et puis, c'est d'exprimer notre créativité par la musique et par la chorégraphie. Puis nous autres, la façon qu'on a développé ça également, c'est qu'on donne toutes sortes de marges de manœuvre à toutes sortes de choristes
d'exercer leur créativité de toutes sortes de façons. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, par exemple, il y a évidemment tout ce qui a rapport avec l'harmonisation. On fait la plupart de nos harmonisations nous-mêmes. Dans certains cas, on a même composé des chansons. On n'en a pas composé beaucoup comme troupe, là, mais on a 2 ou 3 qu'on a composées au fil des années. On a ici des gens qui sont avec nous, puis qui font des chorégraphies. Notre chorégraphe qui fait la conception des danses qui vont accompagner nos chansons, ou encore des mouvements ou des gestes que la troupe elle-même, non pas juste les danseurs, va exécuter. Il faut que ça soit conçu par des individus. Et puis, il y a beaucoup de gens, on donne beaucoup de place à des gens qui ont des idées pour développer ces chorégraphies-là et ces mises en scène-là. Puis, d'ailleurs, vous parliez comment est-ce qu'on fait pour jongler le travail de jour. Oui. La seule façon qu'on peut le faire, c'est d'avoir une équipe comme ça qui prend la relève et puis qui exerce sa créativité. Mais des choses aussi simples que vous avez montrées tantôt, tu as montré, je devrais dire, l'affiche et ainsi de suite. L'affiche, bon, ben ça a été conçu par des dessinateurs puis des graphistes qui font partie de la troupe, qui font ça comme un hobby, qui ont un talent naturel. On va la montrer, l'affiche qui est composée de notes. C'est sur des croches. Ce sont 2 croches. 2 croches, et puis composées de mots. Et ça, c'est une technique de gestion aussi, une technique d'animation. Donc, on va faire le saut à l'administration. Oui, d'accord. OK? Parce que c'est la bonne occasion. Dans quelques instants, on va voir l'affiche. Mais c'est la voici. C'est ça. Alors ça a été conçu par des artisans, des artistes de notre troupe. Donc, encore une fois, ça leur permet d'exercer leur créativité. Au niveau du graphique. Mais le concept d'arriver avec ces mots, c'est un concept de gestion. Ah, ben je ne sais pas si c'était nécessairement... C'est un peu une stratégie de gestion, je suppose, mais je pense que l'idée, c'était de véhiculer le message qui entourait la thématique du concert dont on va parler tout à l'heure, je suppose. Là, mais, on va parler tout à l'heure. On va le répéter tout de suite pour que les gens s'en souviennent. C'est le 10 et le 11 juin à l'auditorium de l'École de la Salle. On peut se procurer les billets en allant sur votre site Web. Sur notre site Web, oui. Alors, le site Web, on va le mettre dans quelques instants, mais si vous googlez Chansonnier Ottawa, vous allez tomber dessus. C'est un beau verbe, ça, googler. Hein? Googler, bien oui. Puis c'est rentré dans la... Ça a été accepté par l'Académie. Je suis contente parce que je peux m'en servir maintenant. Alors, voyez-vous, www.leschansonniers.ottawa, leschansonniersottawa.com, mais ça va toujours mieux googler. Oui, oui, c'est ça. Quand on dit chansonnier d'Ottawa, c'est toujours le premier lien. C'est le premier qui arrive en haut. Puis là, vous pouvez voir aussi qu'il y a toutes sortes d'articles sur les chansonniers. Vous pouvez voir l'article sur François aussi. Puis un sur ton père aussi, Gilles, qui avait été écrit dans le droit par mon petit frère, Denis. Oui, c'est ça. 2 chroniques. Parlons de l'école de gestion. Oui. Pourquoi on a changé ça? C'est quoi la différence entre une faculté? Avant, ça s'appelait la faculté d'administration. Oui. Et puis ça a été, moi, je me souviens du temps où c'était sous la direction de Gilles Paquet. Oui. J'étais étudiant à ce moment-là, dans cette faculté-là, comme étudiant au premier cycle. Pourquoi on a changé ça à une école de gestion? Bien, je pense que c'était plus un changement d'image de marque. OK. Et puis, quand le nom a été changé de faculté d'administration à école de gestion, c'était au début des années 2000. Ça a été fait par le doyen de l'époque, qui s'appelait Michael Kelly. Oui. Et son objectif à lui, c'était un de ses mandats dans son premier mandat, un de ses grands objectifs, c'était d'avoir un donateur qui donnerait un nom significatif pour nommer l'école en son nom. Et donc, on trouvait qu'il y avait plus de prestige avec l'idée d'une école de gestion. Et éventuellement, c'est devenu l'école de gestion Telfer, qui a été nommée en l'honneur d'un de nos anciens étudiants qui a terminé son MBA en 1976 et puis qui a une carrière phénoménale, en particulier dans le domaine des mines d'or. Et en particulier, il a été président-directeur général de Gold Corp. Et donc, il a fait fortune là-dedans. Il a fait un don nominatif de 25 millions de dollars. C'est pas donné à tout le monde. Non. Mais c'était en reconnaissance un peu de ce que lui avait apporté ses études à l'école, à la faculté d'administration de l'époque. Oui. Et puis, il voyait que l'école avait un potentiel remarquable et il voulait rehausser un peu l'image de l'école par ce don-là. Ce qu'il a réussi à faire, je pense. Oui. Il a réussi. Donc, avec son don, ça vous a aidé, mais il fallait quand même qu'il y ait une gestion qui comprenait cette vision-là et des profs qui suivent. Oui. On sait que dans une université, c'est pas toujours facile de gérer parce que c'est la collégialité qui est le fondement de la prise de décision. C'est exactement le cas. Et puis, alors, c'est d'avoir des doyens, donc
l'ensemble des doyens ont fait en sorte que la destinée de l'école s'est tracée au fil des années. Depuis les 15 dernières années, on a fait des investissements importants. On a été de plus en plus présents au sein de la communauté. On a tissé des liens avec nos anciens. On a, comme tu l'as mentionné, recruté des professeurs de haut calibre, non seulement au niveau de la recherche, mais des gens qui sont capables d'être proches de la communauté puis qui valorisent l'expérience étudiante et qui donc mettent beaucoup d'accent sur l'expérientiel à l'intérieur de la formation qu'on donne aux étudiants. Est-ce que c'est plus facile pour une faculté ou bien pour une école de gestion de demander aux profs de mettre l'accent sur l'expérience étudiante? Parce qu'on sait que c'est pas toujours facile dans les universités de demander ça à des profs. Je t'ai demandé une grande question. Oui. On s'en va à la pause. Tu as le temps de penser à ta réponse. Penser un peu. On revient tout de suite. Reste avec nous. Je suis en compagnie de François Julien. Il est le doyen de l'école de gestion Telfer. Tu as dit Telfer en français, on dit Telfer. Moi, Telfer, je me demandais. Ouais. Non, mais c'est On parce que les gens francise. disent ça, mais moi, je pensais vraiment que c'était Telfer, mais tout le monde me reprend toujours, me dit Telfer. Ouais, je suis contente de voir que le doyen dit Telfer, parce que c'est un anglophone. C'est un anglophone. Et moi, puis, j'essaie d'utiliser, de prononcer les noms dans leur langue à eux. Je suis d'accord. Donc, je te demandais le virage que la faculté ou que l'école a fait. Un virage, disons que c'est un ajout à ce qui existait déjà, c'est-à-dire d'ajouter des profs qui sont à la fois des bons chercheurs, à la fois des personnes qui peuvent faire avancer le savoir humain dans leur domaine, Exactement. mais à la fois qui s'occupent de l'expérience des étudiants. Oui. Est-ce que c'est plus facile dans une faculté comme administration? C'est peut-être plus facile, je ne sais pas. Je n'ai pas eu la chance de travailler beaucoup dans d'autres facultés que la mienne, mais ça fait certainement partie de la culture, de ce qu'on valorise à l'école de gestion. C'est directement dans notre vision et dans notre mission. L'expérience étudiante est au cœur de ce qu'on fait. Et c'est évident que pour les professeurs, généralement, les incitatifs de carrière sont généralement alignés plus étroitement avec leur activité savante, leur recherche, c'est-à-dire leur recherche, leur publication. Leur publication. Mais chez nous, on se fait un point d'honneur au moment du recrutement des professeurs, de rechercher des professeurs qui ont non seulement un profil de chercheur que l'on recherche au niveau de leur rayonnement international et ainsi de suite, mais on veut avoir des gens qui sont intéressés à travailler en collectivité pour le bien des étudiants, parce qu'à la fin de la journée, on est là pour eux. La recherche qu'on fait, ça va alimenter nos programmes, ça va les inspirer nos étudiants, ça va avoir un impact sur les organisations dans lesquelles les étudiants vont travailler et les organisations de nos anciens. Et donc, on est vraiment au service de cette communauté-là à travers notre recherche et à travers les programmes qu'on développe. Toi, comme doyen, est-ce que tu peux continuer à faire de la recherche ou tu n'as pas le temps? Bien, je pense que peut-être que jamais à mon temps, mais j'ai un peu plus de difficultés comme doyen que comme professeur régulier à faire de la recherche. Même chose pour l'enseignement. J'ai réduit ces activités-là parce que beaucoup de... Mon emploi me tirait de différentes directions. Ça devient un peu difficile de gérer tout ça. Est-ce que, sans faire de favoritisme, là, je sais que sûrement ça peut être délicat, mais est-ce qu'il y a des recherches qui se démarquent des autres chez vous? Des impacts que vous avez eus sur les étudiants ou sur la société, quand la faculté ou quand l'école parle de ses réussites, elle parle de ces réussites, de ces recherches-là? Bien, on a des chercheurs excellents dans à peu près tous les domaines, mais on a des noyaux, des pôles stratégiques d'expertise qui ont été développés au fil des années, dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneurship en particulier, dans le domaine de la gestion des systèmes de santé, qui c'est très, très complexe, et puis dans le domaine de ce qu'on appelle l'analytique de gestion et de la performance. C'est relié avec, c'est un champ émergent, si on veut, ça fait quelques années déjà, qui réalise qu'il y a de plus en plus de données qui sont générées par les organisations, par les êtres humains, qui ne sont pas toujours très bien structurées. Par exemple, à chaque fois que vous parlez entre vous avec des tweets ou avec des médias sociaux et ainsi de suite, de votre expérience dans un magasin ou dans un restaurant et ainsi de suite, comment est-ce que ces organisations-là sont capables d'utiliser ces informations-là qui ne sont pas structurées comme des tableaux de vente, de dire, OK, voici les ventes par province, par semestre et ainsi de suite, c'est tout structuré.
Mais des tweets, des informations de ce style-là, 80 des données sont non structurées. Comment on se sert de ça pour mieux adapter nos services, pour mieux servir notre clientèle, pour rester au-delà des concurrents et ainsi de suite. Donc, c'est tout un domaine d'analytique, gestion de ces données-là qui est émergent. C'est l'obtention de ces données-là aussi, comment on les L'obtention trouve? est complexe, et puis oui. comment on s'en sert pour prendre des bonnes décisions, là, puis orienter la stratégie d'une organisation. Moi, j'enseignais en communication, puis je disais toujours à mes étudiants, puis si j'enseignais encore aujourd'hui, je le dirais encore, la communication est devenue un outil de gestion. Oui. C'est plus que rien que dire au monde qui je suis, là, puis dans quoi je suis bon. Là. On peut utiliser tout ce qui existe, la communication à notre sujet, pour gérer, pour changer des choses, pour améliorer les services, pour en abandonner certains autres. Donc, est-ce que c'est ce que tu dis finalement? C'est que tous ces outils de communication sociale deviennent des outils de gestion? Oui, c'est ça. C'est non seulement en termes de ce qu'on communique, ce qu'on veut communiquer de notre organisation, mais également ce qu'on entend des autres, ce que les autres disent de notre organisation, puis comment on peut s'en servir. On ne peut plus se permettre maintenant d'ignorer tout ce qui est dit à propos de notre organisation. Ça veut dire qu'il faut que les entreprises peuvent plus tout contrôler. Non. Et puis, mais par contre, ils doivent être en mesure d'être à l'écoute. Toujours, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Oui, effectivement. De tout ce qui se dit. Effectivement, ça n'arrête jamais. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais qu'est-ce qui est arrivé dernièrement? C'est pas Starbucks qui a fait une chute incroyable à cause des messages qui s'étaient passés entre des clients, et puis ils n'ont pas réagi tout de suite, puis ils ne se sont pas adaptés. Bien, c'est ça. Alors, si on n'est pas en mesure de réagir rapidement, justement, puis d'être à l'affût de ça, puis de s'en servir de façon intelligente pour planifier notre stratégie, puis faire avancer notre organisation, là, on risque de prendre un retard par rapport aux concurrents. Le monde a changé depuis le temps où tu étais petit, puis tu as grandi, puis tu n'es pas vieux. Là. Tu sais, dans Blackburn Hamlet, tu parlais de la petite communauté, dans la petite paroisse. Puis tout on n'avait pas d'ordinateur à la maison. Moi, quand je dis ça, là, nos enfants font partie de la première génération qui a été formée depuis l'école primaire avec la technologie, avec l'Internet et ainsi de suite. Puis ça crée un écart par rapport à nos professeurs, parce que nos professeurs vont avoir mon âge, mais même les professeurs qui sont dans la quarantaine, ils n'auront pas été formés nécessairement au primaire avec l'Internet. Alors, il y a toute une adaptation au niveau de la pédagogie qui doit être faite. Comment on apprend à des gens qui ont toujours eu toute l'information à la portée de la main. Puis ça, vos professeurs, là, peu importe la faculté dans laquelle on se retrouve, là, on parle d'éducation, mais ça a un impact. Ça a un impact. Apprendre à enseigner sur Internet, là, c'est pas évident. C'est ça. Puis il y a tout le débat de la valeur relative de l'apprentissage en ligne versus l'apprentissage en présentiel. Nous autres, on s'est orienté vers un modèle hybride où on utilise les deux. On utilise la technologie, puis on utilise les réseaux, puis on utilise l'apprentissage par les pairs, mais on utilise également le face-à-face parce qu'on trouve qu'il y a encore énormément de valeur ajoutée à échanger en personne de certaines problématiques, particulièrement dans les programmes où, généralement, les études supérieures, vers la fin des cycles, les 3e, 4e années au baccalauréat, où les gens commencent à avoir plus d'idées, commencent à avoir plus d'expérience. C'est des choses qui peuvent se partager plus facilement en face à face. Mais on trouve l'équilibre entre les deux, utiliser les technologies d'apprentissage pour vraiment rehausser l'expérience de nos étudiants. Puis ça, vous autres, les professeurs dans les universités comme toi puis les autres, vous n'avez aucune formation en pédagogie. Et comment on fait alors? Je ne dis pas qu'il en faut une, là, parce que je pense que c'est l'être humain. Il faut être en contact avec comment l'être humain apprend. Oui, c'est ça. Bien, c'est effectivement le cas que la plupart de nos professeurs, quand ils ont fait leurs études doctorales, n'ont pas nécessairement fait des études en éducation. Mais non. Mais de plus en plus, c'est d'ailleurs le cas avec notre programme de doctorat qu'on va lancer en septembre prochain, il va y avoir un module de formation à l'intérieur de ça où il y aura tout le volet pédagogie. On va enseigner. Ah oui? Oui. De plus en plus. Donc, ça fait la partie. J'ai posé la question de sans savoir. Ah oui, c'est rare que ça m'arrive de ne pas savoir, d'avoir parce que je trouve ça fantastique. C'est le niveau pédagogique, mais également le niveau communication. Parce que être en mesure d'enseigner dans quelque milieu que ce soit dans un cadre académique où on fait des cours, dans des programmes qui sont structurés, ou encore comme membre d'une organisation où il faut communiquer. C'est bien beau d'avoir des idées puis de faire des découvertes, mais si on n'est pas en mesure de les expliquer puis de les communiquer de façon à ce qu'elles puissent être mises en œuvre,
la valeur ajoutée de ces découvertes-là est Bon, c'est réduite. ça. Ça reste des beaux mots dans des beaux livres, là, C'est sur ça. des beaux sites web et puis des beaux papiers, là, mais C'est ça. ça ne prend jamais racine en nulle part. Exactement. Mais je trouve ça fantastique. Oui. Vraiment, est-ce que c'est un nouveau trend, excusez le mot franglais, là? Bien, je pense qu'il y a de ça? plus en plus de programmes de doctorat qui essayent, font qui ça. réalisent un peu que les différentes dimensions de l'emploi futur de ces diplômés. Et donc, sont en mesure de mieux les encadrer puis de leur donner une formation, non seulement dans la découverte puis dans les méthodologies de recherche, mais également dans les communications, dans l'apprentissage, dans la formation en éducation également. Parce qu'enseigner, vraiment, c'est communiquer. Oui, C'est savoir communiquer. Et quand on vit dans un monde où on communique constamment, bien, disons qu'il y a bien des définitions, il y a bien des niveaux, hein, à la communication. oui, Mais on effectivement. pitonne tout le temps, là, on Oui, est toujours pitonne tout le entré. Ouais, mais là, maintenant, on peut parler aussi. Là, on n'a même plus besoin de pitonner dans certains téléphones. On peut parler, puis le texte s'envoie. Là, ouais. C'est ça. C'est fascinant. C'est fascinant. Oui. On va aller à la pause, on revient tout de suite rester avec nous. Merci. J'aimerais que tu... François Julien est le doyen de l'école Telford, l'école de gestion Telford ou Telfer de l'Université d'Ottawa, aussi directeur artistique des chansonniers. Avant de parler des chansonniers, Oui. qui, rappelons-le, donne un spectacle les 10 et 11 juin à l'auditorium de l'École de la Salle. Oui. Très bel auditorium. Oui. Très beau programme, on va le dire tantôt si vous voulez savoir quelles sont les pièces que vous allez pouvoir entendre. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait à la faculté depuis que tu es doyen? Ça va faire 5 ans, là, en mai? Oui. En mai, on est en mai. Ça va faire, c'est ça, ça va faire 6 ans, en fait. En juin 2016, j'ai commencé. Ça fait 6 ans. C'est ça. Oui, Est-ce qu'on parle d'un renouvellement de mandat? oui, on ou- est en train de... On en parle, Oui, c'est ça. possible. C'est sur le point de se compléter, là. Bon, bien, écoute, on est content que tu restes là. C'est un bon représentant pour nous. Ça fait plaisir. Parce que tu continues à travailler, c'est sûr, pour la francophonie. Oui. Il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place pour aider les francophones, pour encourager les francophones à aller en administration, en commerce. Mais qu'est-ce que tu fais vraiment pour augmenter, pour améliorer l'expérience des étudiants? Bien, on essaie de faire des initiatives où les étudiants ont la chance de mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Et donc, on essaie de maximiser les opportunités d'apprentissage à l'extérieur de la salle de classe. Alors, je vais donner un exemple. On a créé, grâce au soutien de nos anciens au cours des dernières années, on a bâti ce qu'on appelle un laboratoire financier. Le laboratoire financier donne accès à des bases de données, des terminaux que les gens qui font des échanges sur les marchés des capitaux et ainsi de suite utilisent sur une base quotidienne. Donc, on a un programme de mentorat qui implique, qui engage les gens de la communauté, et en particulier nos anciens qui sont dans les services financiers, qui sont dans les banques et ainsi de suite, qui sont des investisseurs. Et on a bâti ce laboratoire-là qui s'intègre dans la formation qu'on donne en finance et en comptabilité. Et au-delà de ça, grâce à la contribution de donateurs qui sont des anciens de notre école, on a créé un fonds d'investissement. Donc, c'est de la vraie argent qui est en fait investi puis géré par des étudiants. Donc, cet argent-là appartient à qui? Ça appartient c'est à l'école. À l'école. C'est un fonds. C'est un fonds qui est géré par les étudiants. C'est un outil. Et donc, là, il y a toute la formation qui va avec ça. C'est un programme qui se fait en parallèle avec la formation académique. Et puis, les étudiants ont une formation sur comment faire de l'analyse financière. On a deux niveaux d'analyse, les analystes juniors, les analystes seniors. Puis après ça, il y a des gestionnaires de portefeuille qui sont tous des étudiants, qui sont encadrés par des anciens. Donc, voilà une opportunité pour eux de mettre en pratique la théorie qu'ils apprennent en classe et être en mesure de faire fructifier un fonds. Avec le temps, on espère que les retours des investissements vont être réinvestis dans le laboratoire pour mettre à jour les équipements, mettre à jour les bases de données, mettre à jour les logiciels, embaucher d'autres étudiants qui vont devenir des assistants d'enseignement. C'est très innovateur, mais c'est aussi très ingénieux. Oui, mais c'est ça. Puis à ce moment-là, quand un étudiant termine ses études et puis qu'il s'en va à une entrevue, c'est quoi il parle? Bien, c'est ça. Puis l'employeur va dire, OK, merveilleux, tu as un baccalauréat en sciences commerciales, c'est bon. Mais il y en a plusieurs qui ont un baccalauréat en sciences commerciales. Comment tu te distingues? Comment tu te distingues? Qu'est-ce que tu as fait de plus? Ah, bien moi, j'ai été gestionnaire de portefeuille
pour un fonds qui a été « Ah oui, OK, explique-moi comment tu as fait ça. » Puis tout de suite, Wow. ça engage à un autre niveau de discussion avec, Ben avec oui, les c'est employeurs. incroyable. Donc, c'est un exemple du genre de choses qu'on essaie de faire Mais pour je veux parler enrichir des l'expérience. chansonniers, mais je suis fascinée par ça aussi. Est-ce que vous avez des échanges avec, sur la scène mondiale aussi avec vos On a étudiants? des échanges, on a plus qu'une quarantaine de partenaires internationaux. Et puis, nous autres, on a la chance au cours des dernières années, d'avoir développé des agréments internationaux. On est une de 70, il y a 16 000 écoles de gestion au monde. On est une de 70 qui a obtenu les 3 agréments internationaux les plus reconnus. Donc, on se met dans une classe à part et ça nous donne accès à d'autres écoles de gestion réputées à travers le monde auxquelles on envoie des étudiants et desquelles on reçoit des étudiants qui internationalisent un peu la livraison de nos programmes. C'est incroyable. Ah, Félicitations. Ben, c'est le parce fun. que, ben oui, c'est le fun. C'est le fun parce que c'est. Faut pas avoir peur, hein? Non. Et puis, avec parlons des chansonniers, Oui. ton autre passion, Oui. parce qu'on voit qu'il y a une passion pour ton domaine d'expertise Oui. et une passion pour le chant, pour la chorale. Pourquoi on appelle ça une troupe, souvent? Au lieu de dire la chorale, les chansonniers, on va dire la troupe. Bien, je pense que c'est un reflet du genre de spectacle qu'on donne. Ce n'est pas un spectacle que musical. On fait appel à tous les sens, puis on génère toutes sortes d'émotions. Donc, comme on l'a déjà mentionné, il y a évidemment l'aspect choral, l'aspect vocal qui est très important. C'est fondamental à notre groupe. Mais il y a toutes les mises en scène, les déplacements qu'on fait, l'interaction avec la foule, les danses, les chorégraphies qu'on conçoit et qu'on Oui, parce que exécute. des fois, vous vous retrouvez dans la foule aussi, Des fois, on avec, est dans à la foule. chanter, à Des fois, la danser. foule vient avec nous sur scène. Oui. Des fois, la foule chante avec nous. Des fois, on fait des danses. Des fois, des danses carrées. Des fois des danses plus modernes. Et ça fait un divertissement complet qui est mieux caractérisé par le nom troupe que le nom choral, on trouvait. Oui, en effet. La formation musicale, parce que toi, bien sûr, tu as un doctorat en quoi? En sciences de la gestion. En oui. sciences de la gestion, Oui. OK. Ton père avait un doctorat En en pharmacologie. Oui. Quand on met ça ensemble, ça fait de la musique. Ah ben tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu as étudié, tu me disais pendant la pause que tu as étudié la musique à l'école secondaire, c'est tout? Ou à peu près? Oui. J'ai eu la chance d'avoir un bon Mais- programme. Ben, j'ai pris des cours de piano. Je n'étais pas particulièrement doué. Ça a duré 6 mois. Et puis... Il y a quelqu'un qui rit. Quelqu'un qui rit, là. Au Ça a moins, duré toi, ils 6 t'ont mois. écouté. Moi, je n'étais pas douée. Puis en Moi, fait, c'est là de vous entendre. c'est ça. C'était Annette Leclerc qui m'enseignait, qui était notre ancienne pianiste. Je pense que c'était la première pianiste accompagnatrice à l'époque où la chorale des chansonniers était basée dans la paroisse, là, comme chorale d'église. Puis je pense qu'elle est tombée enceinte, alors les leçons se sont interrompues, puis on n'a jamais repris. Mais essentiellement, ma formation en musique, c'était essentiellement à l'école secondaire. Francine Brisebois m'a donné mon premier cours de musique. Je ne sais pas si tu la connais. Oui. Et puis, j'ai appris la clarinette là. Puis la deuxième année, en 10e année, c'était M. Ernest Séguin qui venait d'arriver. Puis il a vraiment contribué beaucoup à l'école secondaire Garneau à l'époque au développement du programme de musique. Donc, c'était cette cohorte-là qui a monté un cours en 11e année puis en 12e année. Puis on faisait plus que de l'interprétation musicale avec l'instrument, mais on apprenait des choses comme l'harmonie, puis la structure d'accords, et ainsi de suite. C'est fou. Les dictées musicales, et ainsi de suite. Wow. C'était un beau programme. Tu sais, toi qui es en gestion, qui travaille avec des gestionnaires, des gens d'affaires à travers le monde, tu reconnais l'importance des arts, je veux dire, dans ton éducation, dans ta vie. Oui, ça fait partie d'avoir une vie équilibrée. Puis je pense Oui. que c'est une façon. Puis la plupart des gens qui se joignent à la troupe, l'espace d'une soirée par semaine, puis d'un samedi à tous les 6 semaines, et ainsi de suite, ils laissent de côté leurs soucis, leur travail, leurs bobos, et puis ils se concentrent sur bâtir ensemble, en communauté, un spectacle, puis en harmonie, mais de plus qu'une façon. Là, pas seulement l'harmonie musicale, mais l'harmonie sociale également. Donc, ça crée un environnement riche. Sociale, oui. Oui. Il y a combien de choristes? Là, on est à peu près une cinquantaine. OK. C'est à peu près la taille Les idéale. âges, à peu près, ça va de quel âge à quel âge? Je pense que nos plus jeunes sont dans la vingtaine, et la jeune vingtaine, et puis nos plus vieux sont dans la jeune 80aine. Ah oui, hein? Donc, j'entends rire ici. Donc, c'est tous les ans, un soir par semaine.
Oui. Est-ce que les gens doivent être capables de lire la musique? Non, non. Il y en a qui l'apprennent, en fait, au fil des années. Mais je pense que les gens ne se donnent pas assez de crédit par rapport à ça. Je pense qu'ils lisent plus la musique qu'ils le pensent. Oh, je ne sais pas lire la musique. Ah oui, c'est vrai, mais regardez la vitesse à laquelle vous apprenez. Vous êtes capable de lire plus que vous pensez. Mais ce n'est pas une exigence. Et puis, OK. la plupart des choristes se joignent à la troupe. Ils n'ont pas nécessairement d'expérience en musique. Ils n'ont pas d'expérience de lecture de musique non plus. Est-ce que toi, tu peux lire? Oui. Tu peux lire la musique? Oui. Oui. Donc, tu lis la musique, tu fais l'harmonisation, mais il y en a d'autres dans la troupe aussi qui font l'harmonisation. C'est pas toujours toi ou ton père. Bien, mon père et moi sont les deux principaux. On OK. a eu au fil des années d'autres choristes qui se sont essayés à faire des harmonisations. On encourage ça, évidemment, de la même façon qu'on encourage les gens à faire des chorégraphies, à contribuer de façon artistique de différentes manières à la troupe. Oui, on va aller à la pause. Oui. On vient tout de suite rester avec nous. Excellent. François Julien est directeur artistique des Chansonniers d'Ottawa, en plus d'être le doyen de la faculté de l'École de gestion Telford. Le spectacle de... On vient d'entendre l'Aigle Noir. Là. Oui. Commençons par ça. Ça paraît sur... On peut l'entendre sur votre CD Coup de cœur oui. que vous avez enregistré pour votre 30e anniversaire en 2004. Oui. Et celui-ci, c'est pas fini, et c'est pas fini, et c'est pas fini. C'est qui chante ça? C'est... Et c'est pas fini. C'est pas Emmanuel. Oui, je pense que c'est Emmanuel, de toute façon. Rappelle, vous avez enregistré ça il y a quelques années? Ça, je pense que c'est en 2008, si je ne m'abuse, ou à peu près. Et on peut les procurer en communiquant avec les chansonniers. Vous allez sur le site Web. Le site Web est au bas de l'écran. Et aussi les billets pour le spectacle. On peut se les procurer en communiquant avec vous. Oui, effectivement. Si on regardait des photos, oui. Ensemble, on va regarder les photos du spectacle de l'an passé que vous avez donné à Québec. Oui, c'est ça. On va voir, ça s'en vient. Et voilà, c'est tellement impressionnant. Alors, nous autres, on est le groupe coloré. Puis en arrière, c'est le groupe... Est-ce que c'est un grand groupe. C'était des choristes qui faisaient partie de différentes chorales qui se sont réunis pour faire un spectacle hommage à Claude Léveillé. Ils appelaient ça le Grand Chœur de Claude Léveillé. Alors, ils ont fait effectivement leur spectacle en octobre 2015, mais en juin, en fait, non, c'était en mai, si je ne m'abuse, mai 2015, nous, on avait l'ambition d'aller à Québec et de faire une participation avec un groupe local. Et puis, mon père connaissait bien le directeur de ce grand chœur-là, François Provencher. Alors, Gilles Julien et François Provencher ont été les cofondateurs de la troupe Vlal Bonvent en 1958. Imagine. Et là, ils se retrouvaient en 2015, ensemble, tous les deux encore actifs dans le mouvement choral, à faire un spectacle conjoint. Et donc, là, c'est le même spectacle, mais c'était vous seulement. Là, c'était nous autres, on était seuls. Soir, alors, dans ce spectacle-là, on avait quelques chansons seules. Ils avaient quelques chansons seules et il y avait des chansons combinées ensemble. Puis c'était toutes des chansons de Claude Léveillé?
Non, Non, OK, pas vous. toutes les pas- chansons que le groupe de Claude Léveillé OK. chantait étaient de Claude Léveillé, mais OK. nos chansons avaient Et ça, d'autres c'est un autre compositeurs. spectacle, c'est une répétition, c'est quoi, C'est pourquoi? toujours le même spectacle. C'est Ah, OK. une de nos chorégraphies. Je pense que c'était Homme autonome qu'on chantait de Damien Robitaille, si Ah, je me oui. rappelle Oh, bien. mon Fait qu'on avait une Dieu, chorégraphie là, où Oui, on oui, bougeait là-dessus. la variété de ce que vous changez, vous chantez, c'est incroyable. On a entendu un gospel tantôt, on a entendu une chanson très française, populaire dans les années 80, puis maintenant, du Damien Robitaille. C'est ça? Quel gars inspirant, hein? Oui. Si, regarde ici, vous avez aussi la musique africaine. Oui, oui, oui. C'était, je pense, est-ce que c'était Baba Yetu qu'on avait fait l'année passée ou Baba Tandaza? Baba Tandaza que vous allez Qu'on faire va refaire en cette année d'ailleurs. dans votre spectacle du C'est mois ça. de juin. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Oui, tiens, voici, on voit. Voyez-vous Alors, comment c'est animé? Alors, ça, c'est notre soliste Céline Dagenet dans le groupe des altos. On voit les altos derrière. Et elle chantait Que du bonheur, qui a été popularisé par Luce Dufault, en fait. Oui, qui est ici, la région. Exactement. Les costumes traditionnels, C'est avec ça. les ceintures fléchées. Oui. Tellement important. Avec hein, certains gestes dans certaines Alors là, on voit certaines ton chansons. père. Est-ce que c'est ton père? Non, c'est pas ton père. Non, monsieur il avec la n'est pas barbiche, là-dessus. c'est pas ton Non, père. non. Ton père dirigeait. Est-ce qu'il chante, ton père, encore? Mon père chante encore, il dirige encore, il harmonise encore, il fait encore des mises en scène. C'est lui qui prépare tout notre cahier de déplacements puis de chorégraphie. Donc, il est encore C'est quelque très chose. actif. Oui, parce que je me souviens la dernière fois quand vous étiez venu à l'émission, toute l'équipe, vous étiez toute une délégation. Je pense qu'on Oui. avait des croquis, Oui. des déplacements, comment tout est. Ah oui. Et gilométré, prise. comme on dit. Des quoi? Gilométré. Gilométré. Ouais, mon père s'appelle C'est un Gilles, mot. et puis Oui, oui, le c'est gilomètre, ça. c'est voir comment tout est organisé au millimètre près. Donc, on appelle ça un gilomètre. Rien que le pharmacologue qui peut faire Mais ça. il y a juste un hein. pharmacologue C'est un qui peut faire scientifique, ça. je devrais dire. C'est l'esprit scientifique appliqué à la vie, à Voilà. autre chose. Exactement. Tu sais, tout était dessiné. Oui. Mais c'est un outil très utile parce que ça nous permet oui. de planifier et de chorégraphier nos déplacements. Ben oui, puis s'il part aujourd'hui pour demain, tout le monde peut reprendre ses créations vont durer pour toujours. Ah oui, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, c'est ce J'ai que toujours je me dit ça, moi, moi. j'en reviens pas, parce que quand on regarde les artistes, les auteurs, compositeurs, interprètes, ils vont développer un spectacle, ils vont le roder pendant 2-3 ans, C'est fini. puis après ça, ils vont prendre un ou 2 ans avant d'en faire un autre. Gilles, pendant de nombreuses années, puis encore aujourd'hui, il doit concevoir un spectacle nouveau à chaque année. Alors, évidemment, on ne compose pas les chansons, mais on les harmonise, on les chorégraphie, on les met en scène, puis à chaque année, il faut se recommencer. Puis Donc, vous les, je dirais pas enseigner, parce que c'est pas enseigner, mais Non, oui, il on faut les qu'un enseigne. groupe de... Oui, faut les enseigner. Oui. Il faut qu'un groupe de personnes l'apprennent puis c'est ça. performent. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est un beau défi. C'est un défi qu'on reprend chaque année avec beaucoup de plaisir. Les chansons que vous choisissez, est-ce que vous devez obtenir les droits pour les chanter? Pas pour les chanter comme telles, mais lorsqu'on s'en va en faire des représentations ou lorsqu'on fait des enregistrements, effectivement, il y a des droits qui doivent être payés en fonction des chansons, de leur durée. Et puis, je pense aussi que c'est fonction du nombre de spectateurs. Mais, Donc là, pour les chansons, vous avez... Ça aussi, tout ça, c'est une gestion en soi? oui, c'est ça. Donc, Est-ce que il y vous a avez tout le quelqu'un qui côté s'occupe artistique, de mais ça? tout le côté administratif et Oui. logistique, et le côté technique, et le côté La des vente droits des d'auteur, la vente des billets. billets, fait que c'est très complexe. Oh! C'est C'est tout fait par des bénévoles. Imagine. Oui, parce que personne n'est payé là-dedans. A Place in the Choir, voici des chansons qui seront chantées dans le spectacle qui s'intitule Ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Tellement beau. On a aussi De la main gauche. J'ai vu une chanson de Zaz tantôt que j'aime Oui, beaucoup. On ira. Ma ça, grand-mère toutes sortes de de styles. l'impossible. Encore une fois, Je, Yves je Duteil. t'aime MS de de Yves Yves Duteil. Je te donne un petit café avant de partir. Oui, Alain comment on traite François. nos visiteurs, ça. Ah, Vire ta chaise de bord Bigra, oui. de Dan Bigra. Ça va être un spectacle à ne pas manquer. Ça va être le spectacle de l'année. Bien, pour nous, certainement, Pour vous mais autres. et j'espère puis pour les spectateurs nous, aussi. Pour nous aussi. On va regarder l'affiche avant d'aller à la pause. Oui. La belle affiche avec la note qu'on a montrée. Alors, les mots qui sont là, peux-tu nous en laisser? Je sais que tu ne les sais pas par cœur, là. Non, je ne les connais pas par cœur, Mais il y en a plusieurs. il y a là, plusieurs dans mots. le- Ce sont tous des mots qui sont tirés des paroles des différentes chansons qu'on OK. va interpréter. Puis ce sont également des mots qui représentent un peu ce que nous sommes et qui caractérisent un peu la troupe Les Chansonniers. Donc, moi, je dis toujours, ceux qui n'ont pas eu la chance de venir nous voir jusqu'à maintenant,
Bien, venez nous voir pour découvrir ce que nous sommes. Ah oui, oh oui, c'est bien. Venez nous voir pour découvrir ce que nous sommes parce que vraiment, c'est en les voyant qu'on l'apprécie. Alors, il y a harmonie, promesse, bonheur, Effectivement. unicité, famille, amour, cadeau, couleur, inspiré, humanité, souvenir, cœur avec un H, cœur pas de H, racine, oser, artiste, voyage, dessin, magicien. C'est surtout des caractérisations de ce que nous sommes. C'est tous tiré des différentes chansons qu'on va interpréter lors du spectacle. Il faut aller à la pause. Oui, Reste avec nous. merci. François, on a à peine une minute, mais là, Oui. Christian, ton fils, un de 3 enfants, Christian s'est joint à la troupe. Pour la première fois, fait qu'on a 3 générations de Julien dans la troupe, là. Donc, mon père, Gilles, moi-même, et puis mon fils. Puis mon père, il trouve ça particulièrement intéressant quand il dirige d'avoir à la fois son fils et son petit-fils. Et sa bru, parce que mon Ben épouse oui. fait partie également de la troupe. Donc, Oui, c'est une parce histoire de que- famille. Ah oui, c'est une belle histoire que tu nous avais racontée, comment tu l'as rencontré. Oui. Ben, tu la connaissais avant, mais comment On a commencé à se fréquenter à travers Ouais. la troupe, oui, effectivement. Oui. Donc, Est-ce qu'elle est toujours là? elle est toujours là, fait partie Hey. des danses. Ben, La oui, trésorière. Ah ben oui, il faut, parce que sinon, ça serait un cas de divorce, là. C'est toujours parti. C'est ça. Non, C'est une belle activité de famille. Ah oui, hey, félicitations. Hein. Bien, merci. Merci Merci. de m'avoir accueilli. Ça a Très été gentil. un énorme plaisir. Félicitations, puis bravo aux chansonniers. Puis on va être là les 10 et 11 juin. Allez acheter votre billet. C'est à l'école secondaire de la Salle. À demain. Merci. Merci.